Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi 30 novembre. Ces deux anciens camarades de pacte n'ont toujours pas réagi à son entrée en lice pour décrocher l'investiture socialiste pour 2012. Ségolène Royal pourrait encore se retirer, dit-elle, en cas de meilleur dispositif gagnant. La stupeur des auto-entrepreneurs qui découvrent une taxe locale imprévue, des assurances données cet après-midi pour désamorcer la polémique. Mais Frédéric Lefebvre, nouveau secrétaire d'État chargé des PME, a eu le plus grand mal à se faire entendre à l'Assemblée nationale. Un premier mort en France par taser lors d'une interpellation musclée à Colombes, près de Paris. Le pistolet à impulsion électrique est censé prévenir toute bavure. Et puis, notez-le, un face-à-face dans cette édition, un petit peu plus tard. Les records de froid doivent-ils faire douter aujourd'hui du réchauffement climatique? Pauvre parti socialiste, le grand parti de Mitterrand, Jaurès, Blum, déchiré par les ambitions personnelles, c'est en ces termes que Jack Lang se déclare consterné après l'annonce par Ségolène Royal de sa candidature aux primaires, affirmant avoir consulté les autres ténors soi-disant liés par un pacte jusqu'à hier. La candidate de 2007 a eu ce mot aimable ce matin, mais réducteur pour Dominique Strauss-Kahn, puisqu'elle a dit qu'il serait le meilleur chef de gouvernement. Le PS, plus que jamais sans dessus-dessous, alors que ce soir, DSK et Martine Aubry, dont la journée à Lille a été consacrée aux sans-papiers, restent sans voix. Fabrice Cunet. Ségolène Royal a surpris tout le monde, pas sur le fond, mais sur la forme. L'annonce hier soir de sa candidature aux primaires socialistes n'était pas attendue si tôt. Mais pour elle, ça ne change rien aux promesses d'entente avec DSK. Soit il revient au mois de juin, mais à ce moment-là, nous déciderons, nous parlerons et nous verrons, comme je l'ai toujours dit, quel est le meilleur dispositif gagnant à ce moment-là. En attendant, cette annonce change la donne pour les autres candidats potentiels et complique les stratégies. Se déclarer ou pas, la question devient pressante. Ça peut accélérer le mouvement. On peut dire que les primaires, médiatiquement en tous les cas, sont lancées là, à l'instant où on parle. Elle a voulu sûrement prendre un peu de court tout le monde et elle est persuadée qu'il faut partir plus tôt. Ça se respecte comme position et donc on verra bien au mois de juin. Moi, c'est ma position en tous les cas. Pour les Strauss-Kahniens, leur champion a les sondages pour lui et ne précipitera pas son retour. Pour les autres, l'annonce est officiellement un non-événement et ne change rien au calendrier. Ce sera finalement, dans notre campagne pour la présidentielle, le premier acte, la primaire. C'est pas ensuite ça commence, c'est là que ça commencera, parce que c'est là où nous devons conjuguer nos efforts pour mobiliser les Français, les intéresser au débat qui va avoir lieu et à faire ce choix. Le choix ou déjà l'embarras du choix. Avec 5 candidats déclarés, 3 en réflexion et un messie annoncé au Parti socialiste. Les mois risquent d'être longs avant le rendez-vous des primaires en juin. Et dans un instant, la réaction de notre premier invité, François Patriat, le sénateur socialiste, soutien de DSK, auteur d'ailleurs de plusieurs pétitions pour le retour en France du directeur général du FMI. Nicolas Sarkozy fustige Wikileaks, jugeant que les fuites relèvent du dernier degré d'irresponsabilité. Le trouble est persistant dans les chancelleries. La France annonce qu'elle va redéfinir les modalités de transmission des données de ses ambassades. Un homme est mort ce matin sous la double décharge d'un taser, ce pistolet à impulsion électrique qui équipe la police. L'arme controversée, présentée comme utile pour éviter les bavures et les drames, a été utilisée donc lors de l'interpellation mouvementée d'un sans-papier malien à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Aurélien Romano. C'est dans cet immeuble de Colombes, en banlieue parisienne, que le drame a eu lieu. L'homme de 38 ans, un Malien en situation irrégulière, est mort après plusieurs décharges de taser, le pistolet à impulsion électrique. Cet accident relance la polémique autour de cette arme. Pour les policiers, les circonstances violentes de l'arrestation expliquent l'usage du taser. Ils arrivent sur place, ils voient un individu très virulent qui se dirige vers la cuisine et qui revient avec un marteau. Il essaye à plusieurs reprises de taper sur nos collègues, dont un sera touché quand même à l'épaule. L'autre aura son arme, son chargeur de cassé au coup de marteau. Nos collègues, dans un premier temps, aspergent l'individu de gaz lacrymogène. L'individu, malgré tout, reste virulent
Une virulence qui a surpris les policiers, comme le souligne Brice Hortefeux. Le ministre de l'Intérieur insiste aussi sur la nécessité d'avoir une arme intermédiaire. L'alternative au pistolet à impulsion électrique, c'est l'arme à feu. Et je n'ai pas entendu qu'il y avait un mouvement pour davantage d'utilisation d'armes à feu. Utilisé à 800 reprises l'année dernière en France, c'est la première fois que le taser pourrait être impliqué dans un décès dans l'Hexagone. Un conditionnel important pour le Parti socialiste qui préfère attendre les conclusions de l'enquête. Si l'enquête nous apprend que le taser a été mal utilisé, c'est un premier élément. Et s'il est responsable d'un décès, ça appellera nécessairement une remise en cause du principe d'utilisation, des conditions d'utilisation. Des conditions d'utilisation strictes selon la police, alors qu'aux États-Unis, les associations ont dénombré plus de 300 morts suite à l'utilisation de cette arme. Nouvelle audition de Dominique de Villepin dans l'affaire Karachi, cette fois par le juge antiterroriste Marc Trévidic. L'ancien Premier ministre a de nouveau exclu tout lien entre l'arrêt du versement des commissions sur les contrats d'armement et l'attentat qui avait coûté la vie à 11 Français. Le juge Trévidic devrait par ailleurs recevoir les procès-verbaux de la mission parlementaire d'enquête. Le député communiste Jean-Jacques Candelier a en effet décidé de lui communiquer avant demain soir. Baptême du feu pour Frédéric Lefebvre qui a été hué aujourd'hui à l'Assemblée nationale par la gauche. Le secrétaire d'État au commerce et au PME, ancien porte-parole de l'UMP, a eu bien du mal à se faire entendre sur la taxe qui vient frapper aujourd'hui soudainement les auto-entrepreneurs. Un avis d'imposition non prévu qui devrait être finalement gelé durant les 3 ans qui viennent. Reportage et enquête de Marie Brémaud. Il va finir par trouver que le bizutage dure trop longtemps. C'est encore sous les sifflets de l'opposition que le secrétaire d'État chargé des PME a tenté de rassurer les auto-entrepreneurs concernés par la nouvelle taxe professionnelle. Frédéric Lefebvre a réaffirmé un principe fondateur du statut, pas de chiffre d'affaires, pas de charge. Nous avons décidé qu'évidemment tous les contribuables qui ont reçu des avis d'imposition, alors qu'ils n'avaient pas créé leur activité d'auto-entrepreneur ou qu'ils n'avaient pas de chiffre d'affaires, ils sont 70 000. Tout cela, évidemment, sur demande à l'administration fiscale, verront annuler ces avis d'imposition. Le gouvernement réagit vite, car le statut d'auto-entrepreneur, c'est la mesure phare, symbole de la première moitié du mandat de Nicolas Sarkozy. Mais depuis quelques jours, pour des milliers de petits patrons, c'est la stupéfaction. J'ai reçu chez moi un avis d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, qui est pour mon cas de 686 €. Alors effectivement, j'ai été très surpris. Je n'étais pas surpris que la taxe existe parce que je l'avais vue. En revanche, j'étais surpris du montant, de voir que le montant était si important. Gérard Leclerc est censé s'acquitter d'une taxe de 686 €, donc alors qu'il a déclaré un chiffre d'affaires pour 2010 de 3 500 €. Le principe de proportionnalité n'est pas appliqué. Mais pour clore cet épisode, Bercy vient d'annoncer une exonération de la taxe foncière pour tous les auto-entrepreneurs durant 3 ans. Le texte sera soumis au Parlement. Pas de coup de pouce à attendre pour le SMIC au 1er janvier, et cela pour la 5e année consécutive. Le groupe d'experts en charge de cette réflexion a en effet conforté le gouvernement dans son intention. Bonsoir Emmanuel Kessler. Bonsoir Michel. Le mensuel économique L'Expansion prend parti dans son dernier numéro, vous l'avez vu, pour une hausse des salaires afin de faire repartir l'économie. Cette relance ne passera pas par les smicards. Oui, ils sont 2 300 000, un salarié sur 10, à se voir ainsi annoncer que leur salaire va continuer à patiner l'an prochain, sans coup de pouce. Il va suivre à peu près l'inflation et pas plus. Alors ils ne sont pas les seuls, hein. Globalement, le compteur des salaires dans les entreprises devrait rester bloqué. C'est un peu mieux, mais ça va pas très loin, autour de 2,5% l'année prochaine, en 2011. C'est bien en dessous de ce qu'on a connu avant la crise. L'idée défendue par beaucoup, c'est qu'il faut serrer la ceinture pour ne pas alourdir le coût du travail en France face à la concurrence. Seulement, de plus en plus d'économistes plaident exactement le contraire. Augmentons les salaires. 2 raisons. Comprimer les salaires a sa part de responsabilité dans la crise. Les gens se sont tournés vers les banques pour s'endetter. Deuxième raison, les 2/3 de la création de richesse en France se fait par la consommation. Donc, si la feuille de paye reste à son plancher, eh bien, on ne va pas faire redécoller la croissance. Alors, dans ce débat, Emmanuel, quelle est votre suggestion? Alors, augmenter les salaires,
c'est possible, je vous l'accorde, pas facile dans les PME qui sont très justes en ce moment. Mais si vous regardez les groupes du CAC 40 qui peuvent malgré tout donner un élan, l'année dernière, les 3/4 des bénéfices, et ils étaient importants, 50 milliards, ils seront encore plus importants cette année, sont allés aux actionnaires et très peu aux salariés. Donc, dans les grandes entreprises, en tout cas, il y a de la marge, il suffit de rééquilibrer, moins pour les actionnaires, un peu plus pour les salariés. Merci Emmanuel Kessler. Espérons que les salariés des entreprises du CAC 40 vous rendront hommage pour cet appel ce soir. Merci. Le sénateur Bruno Retailleau a été élu sans surprise aujourd'hui président du Conseil général de la Vendée. Il succède au démissionnaire Philippe de Villiers qui a régné sur le département durant plus de 20 ans. C'est son ancien mentor avec qui d'ailleurs il avait rompu il y a 2 ans maintenant. Suppression de l'amendement Tapie par la Commission des finances du Sénat. La mesure visait à taxer les indemnités réparant un préjudice moral et supérieur aux millions d'euros. Cette mesure avait été votée pourtant par les députés Tam Tranui. C'est la deuxième fois que l'Assemblée et le Sénat s'opposent sur le cas Tapie. L'objet de leur discorde, les indemnités reçues par l'homme d'affaires dans le litige qu'il a opposé au Crédit Lyonnais dans le dossier de la vente d'Adidas. Juillet 2008, Bernard Tapie se voit attribuer 240 millions d'euros pour manque à gagner et 45 pour préjudice moral. À l'Assemblée nationale, on récuse cette dernière indemnité dont le montant défraie la chronique. Dans le cadre du budget 2011, l'Assemblée décide donc de taxer les indemnités réparant un préjudice moral quand elles dépassent le million d'euros. La mesure vise directement Bernard Tapie. Mais ce matin, le Sénat est revenu sur cet amendement. Pour le rapporteur de la Commission des finances, Philippe Marini, impossible d'imposer des indemnités versées pour un préjudice non économique. C'est un principe constant de notre droit. L'équité contre le droit. Il y a 2 ans déjà, les 2 assemblées se sont opposées pour les mêmes motifs. À l'époque, l'amendement visait les indemnités dépassant les 200 000 euros et le Sénat avait eu gain de cause. Premier invité du 19h pour réagir à l'annonce de Ségolène Royal, François Patria. Bonsoir François Patria. Bonsoir. Alors vous appelez régulièrement à la candidature, à l'annonce de candidature de Dominique Strauss-Kahn par des pétitions. En tous les cas, vous lui demandez de s'engager. Je ne demande pas d'annonce de candidature, surtout pas. Que Dominique Strauss-Kahn continue son travail au FMI. Mais je demande à tous ses amis et à tous ceux qui veulent sa candidature de s'organiser et de la préparer. C'est différent. Très bien, effectivement. Et est-ce que vous estimez donc que Ségolène Royal vous a joué un bon tour? L'annonce de la candidature de Ségolène Royal est-elle une surprise? Sans doute pas. Parce que sa candidature n'est pas illégitime. Ce qui peut paraître plus difficile, c'est le moment choisi. Est-elle opportune aujourd'hui? Moi, je pense que ce n'est pas seulement le cas de Ségolène Royal. C'est tous ceux qui, aujourd'hui, au Parti socialiste, se déclarent candidats, se sont investis d'une possibilité d'être président demain, alors que les primaires auront lieu seulement dans 6 mois, dans 7 mois. Alors, ce que je souhaite, c'est qu'on respecte le calendrier. Mais justement, et j'aurais aimé que beaucoup le respectent. Justement, Ségolène Royal appuie peut-être là où ça fait mal au Parti socialiste. Est-ce que ce calendrier n'a pas été calqué sur l'agenda personnel de DSK? Non, je ne pense pas. Je pense que Ségolène Royal nous a habitués à de nombreux changements de pied, ses positions. Je ne serai pas candidate au printemps. Je serai avec les autres dans l'unité pendant l'été. J'avais d'ailleurs dénoncé lors des journées de La Rochelle cette unité de façade qui devait voler en éclats, ce qu'elle fait aujourd'hui, parce qu'on sait bien ce que produit ce système aujourd'hui. Oui, et maintenant, elle reprend. Est-ce qu'elle n'a pas raison quand elle dit que le Parti socialiste ne peut pas attendre le dernier moment, 5 mois avant l'échéance, pour désigner son candidat? Non, je ne pense pas. Et aujourd'hui, est-ce qu'on demande à M. Sarkozy d'être candidat? Il a dit, je donnerai ma réponse en novembre. Pourquoi la droite pourrait-elle choisir son candidat en novembre? On a un peu l'impression qu'il fait déjà campagne, hein, vous l'avez remarqué, François Patria. Oui, bien sûr qu'il fait campagne. Je ne suis pas dupe, je le vois tous les jours. Mais il décidera s'il est candidat. Qui oppose le Parti socialiste? Écoutez, moi je souhaite qu'il oppose celui qui est en situation aujourd'hui. Non pas parce que c'est le Deus ex machina, mais parce que c'est lui qui a la confiance des Français, celui qui montre qu'il est capable d'influer sur le cours de l'histoire, celui qui, aujourd'hui, dans les grands événements économiques que nous connaissons en Europe et dans le monde, et qui est capable à la fois de gagner et de gérer. Alors, pas faire ce plaidoyer que j'ai déjà fait ici, devant vous. Ce que je veux dire, c'est que, tout le monde, d'ailleurs Ségolène l'a bien dit aujourd'hui, je suis candidate, mais je verrai au mois de juin. À quoi ça sert d'être candidat aujourd'hui? Si on verra au mois de juin. Si au mois de juin,
Dominique Strauss-Kahn est candidat, je crois que les choses entreront dans l'ordre. Est-ce que vous la croyez quand elle dit effectivement qu'elle pourrait revoir sa position au mois de juin si un meilleur dispositif s'impose? Est-ce que vous la croyez ou est-ce que c'est une façon de vous endormir, vous et tous les soutiens de DSK? Non, je crois que parce qu'elle est lucide et qu'elle sait qu'elle y sera contrainte par la force des choses. Oui. Alors officiellement, donc, elle ne dit rien contre DSK, mais vous avez parlé des Journées de La Rochelle. Et elle aurait eu cette phrase devant des journalistes rapportée par Le Monde cet après-midi, à cette occasion-là. Elle dit qu'il suffirait que je me présente pour empêcher Dominique. C'est un peu sa stratégie aujourd'hui. Son objectif, c'est bien, à contrario de la vôtre, empêcher que Dominique se présente. Je ne crois pas qu'elle soit d'une stratégie d'empêchement. Elle est une stratégie personnelle qui est la sienne. On avait compris le soir du deuxième tour en 2007 qu'elle souhaitait être candidate à nouveau. Elle ne souhaite pas être hors jeu. Elle a été un peu décrochée dans les sondages. Maintenant, elle est un peu revenue. Elle pense qu'elle a toujours une chance. Libre à elle de le penser. D'autres le pensent aussi aujourd'hui. Moi, je crois qu'il faut surtout respecter le calendrier et ne pas le changer. D'accord. Ne pas le changer pour gêner tel ou tel candidat et non pas pour avantager tel ou tel autre. Très bien. Comment est-ce que vous avez réagi quand elle a parlé de DSK en disant qu'il ferait un excellent Premier ministre, sous-entendu avec moi à l'Élysée? J'ai souri. Vous avez souri? J'ai souri en disant no comment. Ah bon, c'est tout? Voilà. Vous avez été estomaqué? Non, pas estomaqué, ni suffoqué. Un peu gêné. Est-ce qu'au bout du compte, les primaires ne se révèlent pas un piège pour le Parti socialiste, François Patriat? Et moi, lorsqu'on a parlé de rénovation, j'ai toujours pensé que les primaires pouvaient servir si tout le monde participait. Si tout le monde participait, et puis s'il n'y avait pas de leader incontesté ou incontestable. Les choses ont un peu changé aujourd'hui. On voit bien qu'il y a un homme qui se détache et qui peut être le leader demain du Parti socialiste et de la gauche pour gagner. Donc, ça ne nécessite plus les mêmes primaires qu'avant. On pourrait avoir des primaires entre deux options. La gauche aujourd'hui du PS et puis les réformistes, les sociaux-démocrates. Ça me paraît une primaire logique. Ce qui me paraît logique, c'est soit une primaire d'hommes, soit parce qu'ils veulent concourir vraiment et qu'ils y croient, même s'ils ne sont pas en situation, ou ceux qui le font pour être demain Premier ministre ou ministre. Ça me paraît beaucoup plus désagréable. Alors, vous n'êtes pas avare d'éloges concernant votre champion, Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que vous diriez que Ségolène Royal, vous l'observez, s'est densifiée depuis sa première tentative en 2007? Je pense qu'elle a pris un peu de recul. Je pense qu'elle a pris des coups. Je pense que dans une construction d'une carrière politique ou d'une vie politique, ça peut aider à se densifier, sans doute. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, elles sont en situation. Elle est peut-être aussi animée par un désir de revanche. Non, je crois que c'est ce désir d'accession qu'elle a toujours eu. Depuis toujours, Ségolène Royal a pensé qu'elle pouvait un jour postuler la magistrature suprême, ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle soit en situation. Quels sont les échos de vos pétitions en faveur de Dominique Strauss-Kahn? Beaucoup d'échos, mais surtout beaucoup d'interrogations. De la part de l'intéressé, voulais-je dire. Je n'ai aucun écho. Si j'en avais un, je vous le dirais ce soir. Vous en auriez la primeur, mais je ne pense pas qu'il puisse en donner aucun. À personne. Un autre de ses soutiens, votre collègue Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon, dit que Dominique Strauss-Kahn ne pourra pas se dérober en raison des bons sondages d'opinion. Est-ce que c'est votre sentiment? J'emploierai pas ces mêmes mots. Je dis, lorsque quelqu'un a pensé une fois dans notre pays qu'il pouvait être président de la République, et que les circonstances lui faisaient favorables, alors je pense que dans ce cas-là, sa trajectoire personnelle, son ambition passe au second devant le sens du devoir qu'il a et qu'effectivement, il ira. Très bien, ah ben voilà, c'est dit. François Patriat, merci à vous. Le froid s'installe en France, vous le constatez tous, les températures continuent à descendre très très bas dans certaines régions, par exemple le centre. Le bulletin météo pourrait-il faire douter aujourd'hui du réchauffement climatique dont on va beaucoup parler à Cancun? C'est la question que nous allons poser à nos deux invités, mais d'abord Flora Sauvage qui nous plonge dans cet hiver précoce. 25 cm de neige dans le Loiret, du jamais vu pour un mois de novembre. Avec moins 15 degrés à Orléans, la région centre a pulvérisé de nombreux records en 2 jours. Il faut remonter à 1946 pour retrouver une température semblable au mois de novembre. Depuis dimanche, nous n'avons plus d'électricité, plus de chauffage, plus d'eau chaude dans les maisons. L'électricité a été rétablie partiellement dans la commune hier en fin d'après-midi, ce qui nous a permis de rouvrir l'école ce matin. Et le service de la mairie fonctionne, mais le reste de la commune est encore sans électricité. Conséquence de ces températures glaciales, le verglas s'installe sur les routes et provoque de fortes perturbations autour de Caen. Quand il y a de la neige, en fait, c'est toujours comme ça. Toujours des perturbations et au final, il n'y a pas de tram et au final, on part à pied. La préfecture de la Manche a déclenché le niveau 3 du plan grand froid en raison de températures attendues inférieures à moins 10 degrés la nuit prochaine.
Alors, neige-t-il sur le réchauffement climatique, comme le disait Libération ce matin, avec nous Yves Contasso, bonsoir. Vous êtes conseiller vert Europe Écologie. C'est comme ça qu'il faut dire maintenant. Europe Écologie Les Verts. Europe Écologie Les Verts de Paris. Serge Galam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et pour vous, les scientifiques ont perdu le nord. Alors, donc, face à cet hiver précoce, comment, Yves Contasso, sensibiliser les Français à l'enjeu crucial de Cancun? Je crois que tout le monde a conscience qu'on parle de dérèglement climatique et pas seulement de réchauffement climatique. Il y a une tendance globale au réchauffement, mais on le voit bien, ça se traduit en même temps par des phénomènes, ce qu'on appelle extrêmes, c'est-à-dire des tempêtes comme on n'en a jamais connu, des périodes d'inondations, etc. Enfin, vraiment de grands froids. Et de grands froids ponctuellement. Encore que on n'est pas dans des records absolus aujourd'hui. Simplement, on avait peut-être un peu oublié que l'hiver, il fait froid et que l'hiver, de temps en temps, il est précoce, de temps en temps, il est plus tardif. Mais ça ne doit pas remettre en cause l'idée que le réchauffement est bien là et qu'il s'aggrave même, d'après les scientifiques. Absolument, et qu'il s'accélère et qu'il y a eu urgence absolument à trouver un accord à Cancun. Serge Galam, est-ce que votre scepticisme augmente à mesure que les températures baissent ? Moi, mon scepticisme reste identique dans la mesure où je dis et je redis que la climatologie n'est pas encore aujourd'hui une science capable de faire des prédictions fiables, qu'on assiste effectivement à des dérèglements climatiques et je suis content d'entendre cette vision parce qu'il y a 2 ans, on nous parlait exclusivement de réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, on a accepté qu'il s'agit de dérèglement et on ne comprend pas exactement les causes. Et le Cancun... Et non, on n'a pas encore de preuves en disant... Pour vous, la part de l'homme, elle est bien présente. Non. Oui ou non? Non. Alors c'est quoi? On ne sait pas. C'est le mystère. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. L'homme est le parfait coupable. Vous savez, lorsque on a des procès sur pas mal de situations, il y a souvent, lorsqu'on a un seul coupable sous la main, l'homme est responsable, effectivement, d'un tas de catastrophes écologiques. Ça, c'est vrai. Mais de là à le rendre responsable de choses qu'on ne comprend pas et qui nous dépassent que vous n'acceptez pas, et qui sont au niveau de l'ensemble du climat, il y a un pas qu'il faut pas... Je constate que jour après jour, vos théories sont progressivement, mais systématiquement réfutées. Y compris l'Académie des sciences, qui vient d'être saisie, a conclu à l'envers. Totalement. Qui a sèchement remis à sa place Claude Allègre, il faut le dire. Absolument. Et lui-même, d'ailleurs, a été obligé de le reconnaître. Et il a même signé l'avis de l'Académie des sciences. C'est une forme d'aveu, d'une certaine manière. Alors, Serge Galam est le dernier. Il fait partie, effectivement, des dinosaures, ceux qui résistent encore, pour des raisons, sur lesquelles il est sans doute assez complexe de revenir. Ah bon? Mais oui, il y avait des conflits très clairs entre scientifiques, entre ceux qui trouvent qu'il y a trop de crédit pour la climatologie, et puis ceux qui disent qu'il n'y en a pas assez pour nous. Et c'est ça le fond du débat. Il faut dire les choses clairement. Très, très intéressant parce que je suis absolument pas lié à ces questions pour mes financements de recherche. Donc c'est une accusation. Globalement. Mais bon, vous pouvez, libre à vous. Enfin moi, je suis absolument Claude Allègre ne s'en cache pas. Je voudrais revenir sur l'Académie. J'ai pas eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Parce que chacun y va de son commentaire en disant tout le monde est très content de ce qu'a dit l'Académie, aussi bien les climato-alarmistes que les climato-sceptiques. Claude Allègre lui-même est très content, mais on a du mal à le suivre dans son contentement-là. Moi, la question que je pose aux téléspectateurs et à vous-même, qui est, je pense, démocrate. Totalement. Lorsque vous avez un sujet controversé, sur lequel les données sont incertaines, et que vous avez une assemblée qui vote à l'unanimité un texte, il y a 3 solutions. Soit ce texte est vide, donc tout le monde peut le voter parce qu'il n'engage à rien. Soit ce texte est totalement plein, c'est-à-dire qu'on a mis les avis de tout le monde, donc chacun peut le signer puisqu'il trouve ce qu'il suppose. 3e solution. C'est totalitaire, c'est-à-dire... Mais vous excluez complètement qu'il puisse y avoir un consensus. Ça, c'est étonnant quand même. Un consensus à l'unanimité sur un sujet controversé, compte tenu des oppositions qu'il y a eu avant, c'est pas possible. Mais qui n'est plus controversé. L'unanimité montre que ça ne veut rien dire. Il y a tout dans... C'est pour ça que Claude Allègre dit, et c'est juste, il est écrit dans cet accord ou cette proclamation, il faut continuer les recherches. On dit qu'effectivement, qu'on n'a pas compris le rôle encore des nuages et de la vapeur d'eau, qu'il y a eu un réchauffement de 78 à 90, c'est vrai, mais voilà, donc il y a tout dans ce jeu.